On est avec Dominique Régnier. Bonjour Dominique Régnier à nouveau. J'aimerais parler avec vous de la politique et de l'union des droites qui évidemment est toujours un serpent de mer en politique. Ce matin, Sarah Knafo était l'invitée de Pascal Praud. Elle a à nouveau appelé à cette union des droites. Est-ce que c'est une chimère? Est-ce qu'elle a une chance de voir le jour ou pas du tout selon vous, Dominique Régnier? Il y a deux façons au moins de prendre la question et le problème. C'est d'imaginer d'une part donc la réunion de responsables de partis politiques qui discuteraient, se mettraient d'accord pour à la sortie, par hypothèse, donc ici, dire nous faisons l'union. Ça, c'est ce qui paraît le plus difficile. Peut-être même que c'est impossible. Et puis, il y a une autre façon qui est celle que les électeurs peuvent opérer, c'est-à-dire eux-mêmes décider, chacun à titre individuel, en considérant la campagne électorale, l'état de la situation, le rapport, je dirais, de compétition entre les différents candidats, se porterait plus fortement sur un candidat plutôt que sur les autres et ferait de ce point de vue-là une espèce d'union par la base, si vous voulez. Ça, c'est ce qui est c'est ce qui aura lieu de toute façon. Je ne sais pas si c'est l'union, mais il y aura de toute façon une fusion partielle des électeurs de droite qui se retrouveront plus sur un candidat que sur un autre à un moment donné. Ça ne s'est pas produit en 2022 sur la présidentielle. Non, ça ne s'est pas produit en 2022 parce qu'en 2022, il y avait un candidat favori, le candidat sortant, Emmanuel Macron, qui lui-même a récusé toute appartenance à la droite. Et aussi à la gauche d'ailleurs. Donc il a empêché, je dirais, ces mouvements, que ce soit à gauche ou à droite. La France étant plus à droite, il a gêné les mouvements à droite, si on peut le dire comme cela, absorbant une partie du centre droit. D'ailleurs, 2022, c'est le moment où Emmanuel Macron doit le plus sa victoire à la droite, aux électeurs de droite. Soit des électeurs DLR qui se sont portés sur lui, ce qui restait de l'UDI, mais aussi des électeurs du centre ou même du centre-gauche qui avaient des valeurs ou des préoccupations qui les rapprochaient de ce point de vue-là de la droite. Une question de Darnel. Oui, Dominique Régnier, je vais vous poser une question que se posent beaucoup d'électeurs de droite. Pourquoi est-ce que la gauche réussit à s'unir alors que jusqu'à aujourd'hui, la droite n'y est pas parvenue ? De toute façon, d'une part, la gauche peut réussir à s'unir pour être battue ensemble. Il n'y a pas vraiment de... Non, mais il y a le nouveau Front populaire, il y a des... Oui, mais je veux dire... c'est stratégie même d'alliance aux élections législatives. Absolument. Qui n'a jamais existé à droite de cette manière-là. D'abord, il y a une histoire différente de la gauche. Elle a une histoire où l'unité est une espèce de référence beaucoup plus forte sur le plan historique, une symbolique beaucoup plus forte. Ensuite, la domination par la France insoumise oblige les gauches autres que la France insoumise à chercher l'accord avec la France insoumise pour les désistements, comme vous le disiez. Et puis, il y a des thématiques. En 2024, c'était le cas du barrage républicain, une fois de plus, qui sont plus des thématiques de gauche, sur lesquelles la gauche, les électeurs se retrouvent, qui même leur permettent de faire oublier leurs divergences fortes sur d'autres sujets, des tas de sujets, y compris des sujets fondamentaux, le rapport à l'antisémitisme, le rapport au réalisme économique. Tout ça est oublié. On l'a encore vu d'ailleurs récemment redit par Olivier Faure, qui explique qu'au fond, il faut combattre l'extrême droite par tous les moyens, en associant toutes les gauches, et donc sans faire de distinction avec la gauche qui est antisémite. Dans son association contre l'extrême droite. Il y a quelque chose d'un peu d'ailleurs vertigineux d'imaginer que l'on puisse faire un barrage contre ce qui est l'extrême droite avec les antisémites. Enfin, ceux qui sont nés dans cette époque s'y retrouvent peut-être. Pour les plus anciens, ça devient quand même très compliqué. La droite, elle, a toujours gagné, y a gagné toujours électoralement, on a documenté ça souvent, à être plurielle sur la ligne de départ et à savoir s'unir après, au second tour, sur une même personne. Si elle reste divisée, c'est fichu. Mais elle a plus d'électeurs au total quand ils viennent de sources différentes et qu'ils se retrouvent derrière un candidat, fût-ce au second tour. C'est mieux, dans ce cas, de le faire au second tour. Donc, c'est des traditions différentes, c'est des discours différents, des mythologies différentes aussi. Et je dirais que pour la droite, qui n'a pas aujourd'hui cette espèce d'élément... Je ne dirais pas factice, il n'était pas factice dans le passé, mais il est devenu un peu la pièce qui cache, l'élément qui cache des défauts absolument déterminants. Typiquement, l'idée de faire barrage à l'extrême droite est devenue un discours qui permet à la gauche d'oublier tout ce qui les divise, et c'est radical,
pour se mettre d'accord sur un minimum qui existe tant que nous n'avons pas creusé sa substance et de quoi il s'agit. Dès que l'on regarde le comportement des uns à l'égard de l'antisémitisme, par exemple, ou des autres à l'égard de la croissance économique, de l'équilibre des comptes, enfin, tout ça vole en éclats. Et c'est pour ça qu'ils peuvent faire une espèce de campagne d'union qui fonctionne médiatiquement, mais qui les amène aujourd'hui, en tout cas on verra demain, mais aujourd'hui c'est autour de, un peu en dessous de 30% des suffrages exprimés. Le reste, c'est plutôt centre droit ou droite. Gauthier Lebret, une question à Dominique Régnier. Lors des 2 derniers seconds tours, la droite classique, LR, a soutenu en grande majorité Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Et personne n'a soutenu Marine Le Pen. Il y a eu quelques abstentions ici ou là, mais personne n'a soutenu le Rassemblement national. Est-ce que ça, vous pensez que ça va se reproduire? Et puis on parle d'union des droites, mais le RN, est-il vraiment de droite? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a vraiment un parti de droite en France? C'est une question. Une autre question. C'est-à-dire ce que j'appelle le social-étatisme, qui jusqu'ici a été une doctrine commune. C'est la véritable pensée unique, en fait. La formule est un peu polémique, mais c'est la véritable pensée commune. Il faut en sortir, parce que nous sommes au bout de cette logique-là, on le sait, du point de vue des finances publiques. Et donc, on va voir aujourd'hui la possibilité de distinguer, dans les prochains mois, j'imagine, j'espère en tout cas, pour les électeurs, une droite qui serait véritablement cohérente avec elle-même sur le plan économique et social. Le Front National, devenu Rassemblement National, c'est un parti qui a été, vous le savez, historiquement, pratiquement ultralibéral à une époque, sur le plan économique, admirateur de Ronald Reagan. Ça va être le cas à nouveau. On l'a beaucoup dit. Il s'est transformé avec Marine Le Pen à partir du congrès de Tours de 2011. Il est devenu un parti social-étatiste comme les autres. Et il y a trouvé d'ailleurs un certain succès auprès des classes, de la classe ouvrière, de classes populaires, sur lesquelles il a vraiment... Il a une forme, pas d'hégémonie, mais en tout cas une grande domination. La question pour le RN est que quand même, les thématiques qui lestent le vote RN aujourd'hui, malgré tout, c'est-à-dire à la fois la question de l'immigration, la question de la sécurité intérieure, ce sont malgré tout, à cause de la gauche, c'est pas intrinsèque, à cause de la gauche, ce sont des thématiques dites de droite. C'est parce que la gauche les a abandonnées. Moi, je tiens à insister là-dessus. C'est un artifice, ici. Est-ce que vous pensez que LR appellera encore à voter pour un candidat centriste face au Rassemblement national? En 2027? Oui. Exemple, Édouard Philippe, Jordan Bardella. Si Marine Le Pen est rendue inéligible, que fait LR? Je suppose qu'ils appelleraient à voter pour Édouard Philippe. Je spécule là avec vous, parce que déjà, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas imaginer que l'élection présidentielle aura lieu avant. En 2027, elle aura peut-être lieu avant. C'est-à-dire que moi, je considère que dans le temps qui nous sépare de 2027, nous avons une configuration politique aujourd'hui qui est que nous ne pouvons pas changer et qui ne peut pas durer. D'accord. Je sais que c'est contradictoire. C'est paradoxal, voilà. Je sais que c'est contradictoire, mais c'est comme ça que les choses m'apparaissent. C'est-à-dire que nous n'avons pas de majorité, pas de gouvernement, on ne sait pas où l'on va, et le président dissoudre encore, peut-être qu'il le fera, mais ça paraît quand même particulièrement compliqué. Démissionner, on entend ça ici ou là. Moi, je pose une question, est-ce que ça changerait quelque chose? On peut tout à fait avoir une présidentielle. Et puis pas dans sa nature. Imaginons. Il fera tout, en tout cas, pour s'accrocher jusqu'au dernier moment. Ça, c'est l'hypothèse où il reste. Mais l'hypothèse où il démissionne en élection présidentielle, rien ne dit qu'il y aura une majorité cohérente. Bien sûr. On peut avoir la même majorité éclatée, impossible à gouverner, etc. On est peut-être arrivé au bout, pour les Français... De la Ve République? De l'élection même, attention, que ce soit pas... L'élection, enfin, il faudrait le dire de manière plus développée, ça fait un peu comme ça, un peu bizarre, mais... moi, je considère que l'élection apparaît aujourd'hui aux yeux des Français plus comme un problème, comme la solution au problème. C'est vrai. Parce qu'on a voté en 2024. On a voté pour les européennes, on a revoté aussitôt après. Pour les législatives. Et on dit aux Français, ouais, mais ça compte pas, ou alors ça marche pas, ou alors on va recommencer. Et les Français se disent, mais au fond, on n'arrive à rien avec ça. Je ne dis pas qu'ils vont abandonner le vote, parce que c'est quand même la grande chose qui reste au peuple dans une démocratie, mais il y a un doute sur voter. Mais quelle est la solution alors, Dominique Régnier? Puisque vous dites que c'est pas forcément la solution, le vote.
Ah non, moi je ne dis pas que c'est pas la solution. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Ah oui. Mais simplement, l'histoire peut amener une nation à se perdre, même une nation démocratique, à considérer que ça ne marche plus, que ça ne marche pas assez, et à se partager entre, je dirais, des comportements électoraux protestataires dans lesquels je mets une abstention ou un vote blanc massif, qui empêchent d'interpréter correctement les résultats ou qui ne donnent aucune majorité solide à des élus qui seraient impuissants malgré le fait qu'ils ont été élus. Et puis, vous pouvez avoir aussi des formes anomiques, non électorales, protestation, gilet jaunisation, émeute pour rien, émeute pour une victoire, émeute pour... etc. Cette espèce de... Enfin, là, franchement, moi, j'insiste sur cette hypothèse que je trouve même déjà en train de se réaliser. Hein. Oui. Le fait que les choses se défont littéralement. Et nous avons, nous tous, commentateurs, journalistes, politologues, politiques, le même regard que nous connaissons, que nous avons appris des années précédentes, comme si les choses allaient se passer selon le mécanisme institutionnel, à être récupérées par les institutions, produire un résultat qui pacifie, qui ordonne, qui régule. Tout ça, c'est normalement, c'est comme ça que ça devrait marcher. J'ai le sentiment que ça ne marche plus comme ça, et je serais en tout cas très surpris qu'en 2027, on ait une élection qui se passe correctement, normalement, avec une campagne électorale qui débouche sur un choix, et des Français qui, à la fin, tranchent et donne la majorité. C'est très intéressant parce que c'est la première fois que vous émettez un diagnostic aussi pessimiste. Disons que ça fait un moment que j'observe ce que j'appelle moi la dissidence électorale, c'est-à-dire le fait que quand vous associez le vote pour les partis populistes de gauche et de droite, le fait de ne même pas aller voter ou le vote blanc, tout ça c'est des comportements avec des motivations différentes, mais à la fin, vous arrivez en 2022 avec 70% des électeurs qui ont fait ça. Sûr, donc il n'y a plus personne, il y a 30% qui font ce qu'on appelle le comportement électoral entre la droite et la gauche, les candidats, on se partage 30%. Et quand vous avez 16% sur 30%, vous dites j'ai gagné. Mais là, vous pronostiquez le chaos. Vous pronostiquez le chaos. En fait, vous dites que ce ne sera pas une élection classique avec un candidat victorieux à la fin. Donc, qu'est-ce que ça peut être si c'est pas ça ? Je trouve que c'est bien parti déjà. Le chaos ? Oui. Voilà, c'est déjà là, quand même. Voilà, ça serait un stade supplémentaire quand même. Hein. Oui, c'est la suite. C'est déjà, il n'y a pas de majorité, on n'en trouve pas, personne ne veut le job. Mais si on passe même pas par l'élection, ça donne quoi en 2027 on va passer par l'élection. Mais s'il y a pas, vous disiez, s'il n'y a pas un candidat qui se détache à la fin en 2027. Il y a toujours un élu. C'est pas difficile, il y aura toujours un élu. Si sa base est très faible, il ne pourra pas faire grand-chose, il n'est même pas sûr d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Par exemple, ça, moi, je dirais c'est possible. Et du coup, on a utilisé tout l'arsenal électoral, européenne, législative, présidentielle, relégislative, et par exemple, ça ne marche pas. C'est vraiment très crédible aujourd'hui. Je ne dis pas que ça va se passer. Je dis par référendum. Ça ne marche pas, mais on fait quoi ? Ça, c'est déjà le cas, mais quand vous disiez ces Français qui se détournent du vote, qui ne votent plus, pour qui l'élection n'est plus une échéance, parce qu'à chaque fois, ils ont l'impression d'être volés, de ne pas être écoutés. Qu'est-ce qu'ils font, ces Français, s'ils deviennent majoritaires, selon vous ? De toute façon, ils sont déjà en train de dominer beaucoup le jeu, avec des votes protestataires. Hein. Le jeu est dominé par cette France-là. On ne sait pas lui répondre. Le système arrive au bout de son efficacité, de sa logique. Je veux juste dire que le système, ça peut être interprété comme la Ve République. Moi, je pense qu'il faut pousser un peu plus et se dire que c'est la compréhension, l'acceptation au système au principe même de l'élection. Merci beaucoup, Dominique Régnier. Toujours passionnant de vous entendre. Ce soir, dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, Gauthier Lebret, ce soir, votre invité à 21h. Jean-Claude Bardella, le président du Rassemblement national. Merci beaucoup. Rachel Kahn, on vous retrouve dans 100% politique. Absolument. Et Louis de Ragnel, que je retrouve demain pour Punchline. Merci.